Pendant que notre belle équipe d'intervenants s'installe, nous allons avec Thierry vous dire quelques mots, si vous permettez. On a fait le maximum pour vous présenter une animation, mais aussi une rencontre qui soit à la fois conviviale et intéressante. Je laisse la parole à Thierry. Déjà, un premier mot, donc vous l'avez compris, nous sommes une association qui est jeune. Des remerciements qui s'adressent à toi, Patrick. Merci également à tous les membres du conseil d'administration. Et puis enfin, évidemment, toutes les personnes qui nous font confiance à travers leurs adhésions, à travers le bénévolat. Et sans plus attendre, je passe la parole à Jean et à Amélie. On va passer aux hostilités tout de suite. Donc je vais avoir le plaisir d'animer ça avec Amélie Barcy, qui, moi j'ai presté, elle a vraiment travaillé. Donc, oui, j'ai travaillé. Ça va aller mieux. Mais on est presque 200 là, non? C'est ça. Avec énormément de personnalités. Je vois là, effectivement le préfet Lambert, le maire d'Obja, la présidente de la chambre de commerce, Gilles Barris. Ouais, je vais arrêter là. Ah oui, Jean-Jacques Bertrand, il a parlé de rugby, mais le président historique du CAB quand même. Jean-Paul aussi. Non, c'est pas. Si, Saint-Pierre. C'est JP. C'est Christophe Petit, le président des maires. Daniel Chassin, mon ami lonzacois. Je vois un peintre nantais, si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait ici parce qu'il habite un peu au Lonzac aussi, enfin à côté du Lonzac maintenant. Alors, effectivement, comment la Corrèze peut-elle sauver le monde? C'est pas un truc d'ivrogne, hein. C'est ni un vrai canular. Patrick vous a tous envoyé la question, tout ça, vous avez tous répondu, enfin tous, et même ceux qui ne sont pas là, puisqu'on a eu une quarantaine ou un peu plus. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces gens-là? Ils nous ont dit, en gros, sort en tête, loin devant, le territoire, le terroir, la campagne, les forêts, les landes de mille vaches et les collines des Monédières, les terrains de Collonges, etc. Donc la campagne et la paix que porte ce pays incroyable. Voilà. Ce qui colle avec et qui sort en deuxième, mais juste pareil, en gros, c'est les gens. C'est les villages. C'est la famille, c'est la manière dont on se parle, c'est l'identité, c'est une cellule humaine qui n'a rien à voir avec une communauté. Et c'est ces deux trucs qui sortent d'abord et qu'on va peut-être commenter et creuser ensemble aujourd'hui pour voir ce qu'on peut en faire. Alors après, il y a d'autres trucs, évidemment. Bah, il y a le vin. Hein. Il y a le vin, il y a les gîtes, il y a l'agriculture. Il y a évidemment la tendance à nourrir des hommes politiques. Hein? Oui, il y a les écrivains, l'histoire des écrivains corréziens, l'école de Brive, de Michelet, Tillinac, etc. Il y a le rugby, on en a parlé tout à l'heure, mais Papa d'Hélène, là, le Sporting aussi, il n'y a pas que le CAB dans la Corrèze. Hein, faut pas... Hein? Voilà, et d'autres choses comme ça, je vous les laisse en pâture, avant de passer la parole à Bertrand Gaume, préfet des Hauts-de-France, préfet de région, préfet des Hauts-de-France, et qui n'est pas corrézien. On s'est dit, il faut quand même pas corrézien, mais il pourrait l'être, hein, sans blague. Il pourrait l'être, parce que, je me souviens plus, c'était en 85, non? J'avais 11 ans. Bah alors c'est non, mais je dis des conneries. 2015 évidemment, pardon. 2015. 2015. Donc il avait, si en 85 et 11 ans 2005, il était encore jeune. Il était là préfet. Après, il a eu un truc un peu compliqué. Il a fallu se faire Avignon et comment c'est l'Essonne là, Évry. C'est ça, il a fallu se le faire avant de partir pour Lille et tout ça. Mais il a un truc formidable, c'est-à-dire qu'il a été gagné par le fameux syndrome des préfets. Quand on les nomme à Tulle, ils grincent, ils pleurent. Si, vous pleuriez, on vous a vu. Et on vous a vu. Mais quand ils partent de Corrèze, ils pleurent encore plus.
Donc racontez-nous votre truc avec la Corrèze, cher Bertrand. Merci, oui, on peut applaudir Jean Brousse, oui. Bon, en vérité, Jean Brousse a hésité parce qu'il aurait pu vous présenter chacune et chacun d'entre vous pendant 10 minutes par personne, mais ça va venir. Et c'est pour ça que sur le coup des 2h du matin, j'espère que notre hôte, et je salue Pierre-Alexis de Nexton, et on s'est bien connu du temps jadis pour une affaire à Saint-Augustin. Effectivement, c'est un réel plaisir pour moi, j'allais dire pour nous, parce que nous sommes, Sylvie et moi, très heureux d'être revenus, j'allais dire, vers une forme de pays de cocagne pour nous, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas corréziens, et c'est faux ce que dit Jean Brousse, en règle générale. Mais en l'espèce, c'est doublement faux. Parce que non seulement nous n'étions pas tristes et nous n'avons pas pleuré alors que j'ai été nommé en Corrèze, j'étais très heureux de quitter Paris. Et plus encore, ma famille était ravie. Parce que je sortais d'un moment, je salue d'ailleurs Rémi Rioux, puisque c'est de cette période-là où nous nous connûmes, alors que rien ne m'avait laissé à croire qu'il était corrézien. Donc quand je l'ai vu sur la liste, je me suis dit que c'était un homonyme, mais la photo, pas du tout retouchée. D'ailleurs, je salue les dirigeants de la Corrèze en partage. Voilà, vous nous avez permis à tous et à toutes d'embellir, d'avoir 15 à 20 ans de moins, de changer la couleur de nos yeux, de nous sentir beaux, jeunes, sans aucune ride. Merci. Ah oui, merci beaucoup. Je pense que ça doit être des produits Sotis, peut-être, qui ont dû faire ça, sans doute. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir d'être là parce que, pour commencer, tout était en août 2015. En août 2015, donc, je suis nommé préfet de la Corrèze. Le gouvernement m'avait gentiment attribué ce qui était alors un grade, puisqu'à l'époque, le corps préfectoral, en tant que corps de fonctionnaires, existait. En vérité, j'en profite pour faire passer des messages contre des fariboles de presse. Le corps préfectoral n'a pas existé entre la création des préfets par Napoléon Bonaparte et 1964. Ça n'a pas empêché qu'on appelait ça le corps préfectoral et que tout s'est bien passé. Hein. Donc il y a eu un décret entre 64 et après. Mais là, il y a Sylvie qui me dit non, ne pars pas là-dessus. Mais c'était pour saluer Pierre Lambert, parce que Pierre Lambert était un préfet, il est toujours un préfet, et il a été celui qui m'a notamment appris le métier alors qu'il était secrétaire général. Donc un Corrézien, il était secrétaire général de la préfecture du Doubs, alors que j'étais, pour mon premier poste en sortie d'ENA, directeur de cabinet du préfet du Doubs entre 2002 et 2004. Et donc, pour vous dire que la Corrèze, c'est ça aussi. C'est d'abord, mais j'y reviendrai, des liens, des hommes, des rencontres, des hommes et des femmes, des territoires en effet, un patrimoine incroyable, mais c'est d'abord la nature. Et pour commencer une anecdote, disais-je, nous sommes fin août 2015 et nous quittons Paris dans notre petite automobile familiale, une C3 verte à l'époque, et nous descendons l'autoroute A20, nous quittons l'autoroute pour aller vers Tulle, et nous avançons au milieu de la campagne, nous commençons à croiser ces habitantes et ces habitants corréziens. Je parle des habitantes à 4 pattes appelées les vaches limousines, parce qu'il y avait plus d'UGB. Et dans l'assistance, à part Pascal Coste, tout le monde sait ce qu'est une UGB. Les unités gros bovins, c'est comme ça qu'on compte les vaches dans la langue de la technocratie agricole. Et on voit des vaches et des paysages incroyables, c'est magnifique, etc. Et puis d'un coup, alors que la voiture commence à descendre, un panneau. Tulle. Alors pour être sûr que l'on avait bien compris, c'était traduit en occitan. Tula. Bon. Et oui, pardon de ne pas avoir l'accent tonique, cher Jean Brousse, mais vous me corrigerez. Et là, on arrive et on était à Tulle. Mais il n'y avait guère plus d'une maison au kilomètre carré à ce moment-là sur la route. Et donc là, ma fille nous dit « Mais papa, elle est où la ville ?»
Nous venions de Paris. Elle était née à Paris, la petite. Et donc, il n'y avait pas une marque d'irrespect pour la Corrèze. Il y avait une espèce d'étonnement parce que on lui avait dit que c'était une ville, que ça allait être super, etc. Et quelques jours plus tard, alors qu'elle ne dormait pas du tout, dans cette grande maison toute simple, ce château pastiche de style Louis XIII commandé par Napoléon III qui fait plus penser au château de Moulinsart qu'à une préfecture. Mais alors on lui dit, est-ce que c'est le plafond qui est trop haut, tout ça, bref. Non, la pollution me manque. Voilà. Et parce que c'est ça aussi la Corrèze, c'est que où que l'on aille, très vite on est entouré par la nature, on vit dans la nature et on se sent en harmonie avec elle. Et effectivement, je pense que c'est la principale singularité de ce séjour, c'est que pour autant, et ça a été dit dans la synthèse excellente d'ailleurs des 6 pages des contributions, c'est qu'il y a sans doute, et c'est pas pour rien que l'actuel Premier ministre était venu alors qu'il faisait sa première visite officielle en Corrèze. Alors une visite officielle en Corrèze organisée par Pascal Coste, parce que en vérité il y avait le préfet qui était censé organiser, mais bon, j'avais assez facilement compris, si vous voulez, que il y a eu Le Monde en Corrèze avant 2017 et après 2017. Avant 2017, Pascal Coste organisait un peu moins les visites officielles, vous voyez, mais on les travaillait ensemble, hein, quand même. Mais première visite officielle de Sébastien Lecornu en Corrèze, 3 nuits, 4 jours. Ce qui pour un préfet est fastoche. D'habitude, une visite officielle, on s'attend. Alors, quand on est à Lille, c'est que du bonheur. C'est 1 heure de TGV ou rapidement en voiture et rapidement dans l'autre sens. À Tulle, généralement, il y avait une nuit. Alors, avant 2017, il y avait toujours la nuit obligée et la photo, le selfie pour envoyer à François. Évidemment, monsieur le préfet, je peux faire une photo, mais je vous en prie, monsieur le ministre ou madame la ministre, faites-vous plaisir. Et puis, évidemment, qu'a découvert Sébastien Lecornu? Il a découvert non seulement cette nature incroyable, mais cette nature qui permet malgré tout de développer le territoire. Et c'est pas pour rien que c'est aussi en Corrèze qu'il était venu expérimenter ce qui est devenu une méthode des contrats de transition écologique que d'autres gouvernements ensuite ont recyclé avec d'autres acronymes. Mais je pense que c'est ça que et vous me demandiez parce que heureusement Jean que votre collègue m'avait dit ce qu'elle allait dire en introduction pour que je me prépare. Ben si, justement parce que ça me permettait de bien travailler et préparer, alors que vous vous êtes lancé dans une fulgurance. Et donc, elle aurait dû me demander quels étaient mes dossiers d'investissement, etc. Et notamment les dossiers, j'ai beaucoup de souvenirs de dossiers économiques. Paradoxalement, parce que j'aurais pu évidemment vous parler des dossiers agricoles. Vous parlez, et il y en a eu, des dossiers évidemment de subventions que le préfet vient aider, sortir avec le président du conseil départemental pour une piscine formidable à Obja, en secouant ce qui s'appelait pas l'Agence nationale des sports de l'époque. Mais je pourrais aussi vous parler de plein d'autres dossiers. Mais c'est d'abord et avant tout les dossiers économiques qui m'ont beaucoup occupé. Parce que si on veut avoir une Corrèze en partage, encore pour de nombreuses années, il faut évidemment développer le territoire et ne pas le mettre sous cloche. Pascal Coste m'avait dit un jour, hors de question que la Corrèze ne soit une réserve d'Indiens pour la métropole bordelaise. C'était à l'époque de l'intégration dans les nouvelles régions. Et à l'époque, venait d'être votée la loi sur le ZAN. Et je ne parle pas de ces bonbons au réglisse que l'on trouve toujours en Corrèze, dans des stocks peut-être, même qu'il y en a dans toutes les boutiques du Lonzac. D'ailleurs, il en a encore et des cartons entiers. Non, je parle de cette loi zéro artificialisation nette parce qu'en vérité, évidemment qu'il faut parfois artificialiser. Mais il faut artificialiser avec la conciliation et le respect de la nature. Et on l'a, je crois, bien fait. Et je voudrais notamment saluer Jean-Pierre Audy parce que c'est grâce à lui
et à l'audace d'une petite annonce dans les pages saumon du Figaro, qu'à l'époque, un site qui avait été abandonné par Bristol Myers Squibb a été repris par des laboratoires pakistanais qui ont réactivé, et il me dit que ça tient qu'à un cas, mais c'est la vie économique. En tout cas, à l'époque, contre toute attente, on avait réussi à relancer des choses et à créer des dynamiques, et des dynamiques autour finalement de ce que vous faites ici. Et c'est ça la deuxième idée que je voulais développer, c'est qu'en effet, non seulement il y a bien sûr cette nature, ce patrimoine incroyable, j'aurais pu vous parler de Collonges-la-Rouge, du Zerche, évidemment de tous ces lieux merveilleux, du patrimoine naturel, évidemment. Savez-vous, mesdames et messieurs, je vous ai parlé de ma fille, je vais vous parler de ma femme. J'ai mis mon impair mastic pour faire comme l'inspecteur Colombo. Je ne suis pas venu avec notre chien, mais que nous n'avons pas. Mais mon épouse pleure sur les 3 cafés gourmands. Donc j'espère que les organisateurs ne l'ont pas prévu, parce qu'elle serait capable de pleurer. Alors rassurez-vous, j'ai 3 paquets de mouchoirs. Et Sylvie, rassure-toi, j'ai 3 paquets de mouchoirs dans mon sac à dos. Et en vérité, on a des souvenirs incroyables. Dans les Monédières, évidemment, dans des randonnées en Haute-Corrèze, mais aussi en moyenne ou en Basse-Corrèze, parce que là aussi, j'ai bien compris que, évidemment, le paysage est formidable, la nature est formidable, et les gens sont très unis, mais il ne faut pas déconner quand même. Pardon de la formule, il y a la basse, il y a la moyenne Corrèze et il y a la haute. Hein, et quand on est de la haute, on n'est pas de la basse. Et ça, on a bien compris. Et que quand on dit on est de la haute en ville, c'est plutôt parfois on est de la basse. Vous voyez ? Parce que nous, on fait nos courses à Brive. Hein, on ne va pas chez Chanona à Tulle. D'ailleurs, ça a fermé. Hein, mais il y a Chamallow toujours, qui est toujours ouvert, mais qui résiste qu'à un cas, mais qui va pas très fort quand même. D'ailleurs, je vous invite à aller faire vos courses chez Chamallow. Les soldes commencent dans un mois, n'hésitez pas, ça leur fera plaisir. Plus sérieusement, il y a évidemment, et je veux conclure là-dessus, il y a les gens. Et il y a les gens, et je sais que Pierre Lambert partagera ça avec moi. Évidemment, quand on fait le métier que je fais, et que j'exerce avec beaucoup de bonheur depuis maintenant, et comme ça je réponds à votre question, depuis quand je suis préfet. Formellement depuis le grade compte peu, parce que le préfet en mission de service public que l'on avait bien voulu m'affubler à une époque où j'étais en cabinet ministériel compte pas. En vérité, je suis préfet depuis août 2015. Et donc ça va faire 11 ans. Et je finis ma 11e année. Et quand on fait ce métier, en vérité, il faut aimer les territoires et aimer les gens qui les peuplent. Et vous citiez les préfets qui couinent en étant nommés à Tulle et qui pleurent en partant. Ça me fait penser à un film, mais qui n'est pas en Corrèze, mais qui s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis. Et moi, je vis une forme de boucle. Parce que dans Bienvenue chez les Ch'tis, on dit que quand on vient dans le Schnorr, on braie 2 fois. Braie, ça veut dire pleurer en ch'ti. On braie quand on arrive et on braie quand on repart. Et je dois bien dire que pour l'instant, et je touche du bois, je suis à Lille depuis un peu plus de 2 ans, et j'espère bien au moins y rester 3 ans, comme ça a été le cas en Corrèze, et peut-être même, mais je crois qu'il y a en 2027... pas que les 4e rencontres internationales de la Corrèze en partage. Mais peut-être d'ailleurs, et je ne l'espère pas pour moi, aurais-je plus de temps pour vos 4e rencontres internationales de la Corrèze en partage, alors que peut-être il ne me sera pas possible, mais je ferai tout pour essayer d'être là, et peut-être sinon de vous envoyer un WhatsApp en vidéo pour vous faire une petite vidéo amicale. Parce que je dois bien vous dire, et pas simplement parce que c'était la première fois, et qu'on se souvient tous dans nos vies de nos premières fois. Pour ma part, la première fois où j'étais préfet, la première fois où j'ai découvert l'amicale pression d'un Pascal Coste qui négociait sur tout, qui lâchait rien, qui considérait que tout ce qui était à lui, et tout ce qui était aux autres était quand même à lui, parce que c'était une base de négociation. Mais il avait raison. Mais il avait raison, c'était pour la Corrèze. Et pour la Corrèze, on ferait l'impossible. Merci beaucoup. Merci.
Alors, cher Rémi, bonsoir. Alors, votre parcours d'expert en économie et de fin connaisseur des institutions, c'est beaucoup plus sérieux. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus sérieux. Là, je plombe un peu. Et vos fonctions de haut niveau consacrées au développement et à l'Afrique ne vous ont jamais laissé oublier vos racines et votre attachement à la Corrèze. Alors, est-ce que être corrézien, c'est un facteur favorable pour un développement international? Je remets l'église au milieu du village. C'est ça. Bien, bonsoir à tous, merci. Effectivement, je vais essayer de répondre à la question, à la différence de Bertrand. C'est ça, oui, c'est ça. Tu en as profité. Dites-nous comment c'était. J'ai dit comment c'était. Donc la Corrèze peut-elle sauver le monde? Je vous remercie de la question, parce que j'ai longtemps vécu sans me la poser, en fait. Donc il a fallu cette rencontre pour y réfléchir un peu. Et elle me touche particulièrement parce que moi, j'ai beaucoup voyagé, mais vraiment beaucoup. Depuis 20 ans maintenant, j'étais au ministère des Finances, j'étais au Quai d'Orsay, ça fait 10 ans que je suis le directeur général de l'Agence française de développement, donc je voyageais, je sais pas, 3 semaines sur 4 en fait, donc pendant une vingtaine d'années. Et alors j'avais cette chance d'avoir effectivement Théier, la Corrèze, donc ma sœur est là d'ailleurs, que je salue, on sait d'où on vient en fait. Donc c'est utile quand on voyage loin de savoir qu'on peut revenir quelque part. Mais enfin c'était quand même c'était 2 choses dans ma vie qui n'avaient, je dirais, rien à voir en fait. C'était la Corrèze et puis le travail, les voyages, etc. Et puis j'avais en tête évidemment la formule bien connue qu'on attribue à Raymond Cartier, mais Raymond Cartier il était de Niort, hein, donc ça n'a rien à voir, mais qui est une formule de Jean Montala, qui est, vous savez, la Corrèze plutôt que le Zambèze. Je précise d'ailleurs que Jean Montala, donc, qui a prononcé ces mots en juin 64 à l'Assemblée nationale, c'était pour les dénoncer. C'était pas du tout pour les faire... c'était l'air déjà de l'époque, l'air d'aujourd'hui d'ailleurs, d'une certaine façon encore, hélas. Et donc c'était au contraire pour défendre la coopération internationale et les crédits de l'aide au développement au Parlement. Mais donc je vivais dans cette petite schizophrénie là entre il y a ma campagne et puis il y a le grand large et notamment l'Afrique. Et puis j'ai fait une rencontre. Vous parliez Jean des écrivains corréziens. Et donc moi je suis devenu très ami avec Pierre Bergogneau, que vous connaissez, que je lis depuis toujours, mais que je lisais en tant que corrézien, c'est-à-dire pour comprendre son expérience. Et puis un jour, j'ai fait sa connaissance, je suis allé chez lui à Gif-sur-Yvette, et quand vous rentrez dans le pavillon de Pierre Bergogneau, tout d'un coup, il y a des masques africains, mais... Il n'y a pas 1 centimètre carré de ces murs qui ne sont pas couverts de masques africains. Et vous savez, Pierre Bergogneau, il est sculpteur aussi. Et il sculpte, il va dans les casses, dans les ferrailles, il prend des formes et il en fait des antilopes tiwara. Enfin, il sculpte des sculptures africaines, en fait, avec des matériaux... moderne. Il a même, je vous l'ai pris, il a longtemps, il n'a pas écrit, mais il a commencé à écrire des choses là-dessus, notamment un petit livre qui explique toutes les traces de la colonisation, toutes les traces du monde en Corrèze. Notamment ses généraux, hein, vous savez, Bournazel et le Maroc, Germain et Fachoda, les entomologistes, les savants qui ont laissé des statues, des noms de rues, etc. Et puis... je lui ai demandé, je voulais l'emmener avec moi en Afrique, où j'allais souvent. Et puis en fait, Pierre Bergogneau, il n'est jamais allé en Afrique de toute sa vie, en fait. Pas une seule fois. Vous voyez, donc en fait, je me suis demandé, mais par quel étrange miracle, l'Afrique est arrivée, le Sahel est arrivé jusqu'à Pierre Bergogneau et jusqu'à notre Corrèze. Et de façon très puissante, en fait, hein. Et donc je me suis dit que finalement il y avait probablement
il y avait probablement quelque chose qui résonnait de l'Afrique, du monde, dans notre territoire. Probablement, je pense que il l'a pas dit, il l'a pas écrit, mais c'est quelque chose qui a à voir avec la ruralité, évidemment, avec les sociétés agraires, qui a quelque chose à voir avec l'anthropologie, qu'il a étudié, quelque chose à voir aussi probablement avec une forme de relégation, en fait, de territoires qui ont été un peu laissés, en fait, avec l'exode rural. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, parce que ça m'a touché et ça me conduit à revenir en Corrèze. Et après, ça c'est comment le monde finalement résonne peut-être de façon intime et profonde avec notre propre territoire. Et puis après, il y a l'autre volet, l'autre sens, qui est que je pense que la Corrèze a beaucoup de choses à dire au reste du monde. Et l'agence que je dirigeais, évidemment, a pour mission, Monsieur le Président, je l'ai quitté la semaine dernière, mais d'aller chercher tous les acteurs français qui veulent avoir des projets, une ambition internationale, pour les accompagner, en fait, les financer, les mettre en contact avec Patrick, avec les ambassades, voilà, et les transformer leurs ambitions, leurs intentions en actions. Et de quoi pour sauver le monde, on a besoin de quoi aujourd'hui ? On a besoin de grands politiques quand même, je pense. Hein. Donc ça, vous l'avez dit, Jean, la Corrèze en regorge. Et on a besoin de politiques qui sont capables de rétablir une forme de stabilité quand même. On voit bien la géopolitique est tellement perturbée qu'on a besoin de grands politiques. Donc je ne sais pas, le président Queuille, le président Chirac, le président Hollande ont cette qualité en fait d'essayer de rétablir des équilibres. Il faut aussi pas seulement rétablir des équilibres. Pour sauver le monde, il va falloir avancer. Donc là, et en particulier avancer sur un sujet qui m'est cher, qui est les sujets climatiques, de biodiversité, et comment les hommes vivent dans les écosystèmes. Et donc là, évidemment, la Corrèze a énormément de choses et d'expertise et d'activités à partager avec beaucoup d'autres pays dans le monde. Donc là, à votre disposition. Il y a aussi l'expérience de la mondialisation, quand même, qui a désindustrialisé, qui a affaibli les tissus sociaux. Et donc là, il y a aussi la façon dont la Corrèze a su sa vie associative, ses entreprises, a su recomposer finalement un tissu chahuté de la sorte. C'est aussi certainement un enseignement. Et puis Caroline est là et parlera avec moi. Il y a aussi ce que tu fais et ce couple, je dirais, entre vieillissement, démographie, nouvelles technologies, migration, qui est, on le sait bien, on s'en est rendu compte maintenant, un immense sujet pour nos sociétés, notre pays, pour des décennies et des décennies. Donc il y a un couple progrès technologique, accueil, évidemment, notre pays est en train de perdre 20% de sa population active, en fait, d'ici à 2050. Donc on a un énorme sujet de productivité, de modernisation et probablement de migration devant nous. Donc il va falloir que des exemples territoriaux, des formes d'accueil se mettent en place. Je dis ça, évidemment, c'est pas très consensuel de dire ça, mais vous voyez bien le débat qu'on connaît en Corrèze, le jour où le nombre de décès dépasse le nombre de berceaux. Ça fait quelques années que c'est le cas en Corrèze. C'est le cas maintenant à l'échelle nationale. Et il y a cette prise de conscience. Donc là aussi, il y a dans les expériences internationales, dans notre propre parcours, beaucoup de choses à échanger. Et on a une capacité et on a une agence qui est vraiment à votre écoute, à votre disposition pour essayer non seulement de... C'est pas que de l'influence, en fait. Ce qui est passionnant, c'est aussi ce qu'on est capable de ramener pour nos propres politiques publiques, pour nos propres transformations. Et là, ce jour-là, on a réussi. C'est important pour la France, c'est important pour l'Europe. Et puis, je termine par les herbivores. Donc, effectivement, une des caractéristiques de la Corrèze, c'est sa capacité à accueillir, à exporter. Et moi, j'avoue que je préfère un monde d'herbivores à un monde de carnivores. Donc, on est passé à un monde là où tout le monde veut être carnivore. C'est ça
L'avantage des herbivores, c'est quand même, il y en a beaucoup plus que des carnivores, quand même, ils sont largement majoritaires. Et puis généralement, on court beaucoup plus vite que les carnivores, puisque on arrive à survivre. Donc si on pouvait remettre un peu d'herbivores dans notre vie internationale et dans notre vie politique, et si les limousines et nos vaches rouges de Corrèze pouvaient inspirer nos grands politiques et encore une fois contribuer à la paix, ce serait bienvenu. Voilà, merci. Merci beaucoup. Chère Caroline, on a fait le lien avec l'Afrique. Vous incarnez une réussite extrêmement moderne, innovante, l'éducation, la résilience, l'intelligence artificielle. Vous dites l'international. Vous dites souvent que nous avons tous les moyens de réussir, et cela grâce à la France. Alors la question que j'ai envie de vous poser, ce parcours incroyable entre cette éducation corrézienne classique, votre réussite internationale et notamment le développement en Afrique, comment vous avez exporté ces valeurs incroyables à l'international? Caroline, je vais rajouter un truc quand même, parce que... Du Lonzac. Quand même, parce que là ça fait 5 minutes qu'on n'en a pas parlé, donc... de Marcillac, on est passé avec le ton. Caroline s'appelle Caroline Feuja. Des Feujas, c'est quand même signé en Haute-Corrèze, monsieur le préfet. Et il y en a partout. Et voilà. Ils sont papa, non, oui. Ouais, alors moi, la Corrèze, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je pense que j'aurais aussi les larmes aux yeux. Je dis toujours que je suis corrézienne. Quand on ouvre mon profil LinkedIn, celui où j'ai les yeux verts là derrière, et où j'ai 20 ans, j'ai pas mis tous les nouveaux trucs hier. J'ai mis corrézienne parce que c'est ce qui me définit du plus profond de ce que je suis, de ce que je porte en tant que femme, en tant que mère et en tant que chef d'entreprise. J'ai été élevée par un papa pilier à Égletons, qui avait un certificat d'études en poche et un CAP couvreur, une maman qui avait pas fait d'études, et ils m'ont donné la force d'être une femme dans la tech, la force d'être une femme qui va à l'Élysée et qui parle à Macron, la force de porter des combats dans un monde de la start-up qui ne me ressemblait pas, la force de dire que notre ruralité, nos enfants ont autant de valeur que c'est des beaux quartiers parisiens. La Corrèze, je dis toujours que mes soft skills, c'est les chercheuses de cèpes. Là-dessus, je suis imbattable, et quand j'étais petite, on me faisait trouver l'eau avec des baguettes de noisetier. La Corrèze, c'est ces saisons qu'on retrouve dans très peu de départements, ces étés chauds, ces hivers froids, ces automnes magnifiques qui m'ont appris le respect de la nature, qu'on devrait inculquer à tous nos enfants. C'est la valeur travail. Jamais mes parents m'ont dit ça va être compliqué, t'es une femme, t'es en ruralité, je suis ouvrier, ta mère sort de l'agriculture, on m'a dit fonce, bosse, ça va marcher. La valeur travail, le courage d'une terre dont on pense qu'elle a peu, mais qui pour moi elle a tout. Je le redis, j'y suis née, j'y mourrai. Mon fils s'appelle Hippolyte, de ce petit village à côté de Montaignac. Ma fille est numéro 10, elle porte le rugby dans son ADN. J'ai vu mon père pleurer pendant la Coupe d'Europe quand Brive a perdu. Ma vie, ça a été ça. J'ai été élevée autour de ces valeurs-là. Et quand j'ai monté ma boîte à 40 ans, je voulais rendre à cette école de la République ce qu'elle m'avait donné, moi, la fille de couvreur. Et donc, j'ai vu arriver le monde du smartphone, et j'ai créé une app mobile pour aider tous nos enfants à réussir à l'école. Je l'ai mise hors connexion. Elle devait fonctionner parce qu'il y avait une zone blanche où j'étais en Corrèze. Et quand on parlait j'ai eu l'occasion de rencontrer à 2 reprises notre président actuel, et je lui ai dit, vous savez, l'école de la République, ça fait que la fille qui est ici du couvreur de Jacques Chirac, elle parle aujourd'hui comme patronne de la tech au président de la République. Et on ne doit surtout pas perdre ça. Vous disiez tout à l'heure qu'on se plaignait beaucoup en France. Ben moi, je suis hyper heureuse d'être corrézienne, très heureuse d'être française, et je crois que cette chance, c'est ce territoire qui m'a fait prendre conscience de notre chance. Et quand je vais en Afrique, pourquoi j'ai choisi ce continent? Parce que là où c'est plus compliqué, il faut quand même être lucide, je trouve les gens parfois plus joyeux. Ils me rappellent mes parents qui se posaient pas de questions, qui bossaient. Mon père, il était à 9 ans sur les toits. Après, il a continué. À 15 ans, il était sur le terrain de rugby, il faisait la bringue, et le lendemain matin, il était sur les toits. Je ne l'ai jamais vu se plaindre. Il a 84 ans. Il ne me parle pas de pénibilité. Il me parle de bonheur, de travail, d'avoir élevé ses 2 filles. Et la Corrèze, pour moi, c'est tout ça. C'est une force. Et c'est ma plus grande chance dans ma vie. Mes enfants sont tombés amoureux de ce département. Mon mari aussi, sinon je crois que je serais partie. Il n'en était pas possible autrement. C'était pas un point de discussion. Voilà, et je crois qu'on peut tous être fiers, et même qu'on devrait s'applaudir parce qu'on a une chance incroyable. Voilà, et quand on me parle d'objets, je me rappelle des bagarres, moi, de rugby
Oui, voilà. Donc il y a plein de souvenirs qui viennent comme ça. J'y vais toutes les 6 semaines parce que c'est vital, parce que mes parents sont là et que c'est eux qui m'ont donné tout ça. Et je fais beaucoup marrer mes équipes parce que c'est vrai que j'ai été nommée en même temps que Mistral AI, French Tech, Pépite de la France. Dès que je vais quelque part, j'utilise la Corrèze. Ça marche à tous les coups. Je signe des contrats. Des Corésiens, il y en a partout. Je vais en raconter un là qui voulait jamais me rencontrer. Il est à côté là, Rémi. Je lui ai écrit pendant des plombes. Pas une réponse. Le jour où j'étais à l'Élysée pour la journée de la femme, et les femmes et l'Afrique, je me lève et je dis, une femme corésienne peut-elle changer le continent africain? Et là, il se lève, il dit, il y a une Corésienne quelque part? Voilà, et j'ai trouvé, et là je parlais avec mon papa, et je lui parlais de toi, et on se connaît pas, mais on parlait tout à l'heure de ton papa qui est parti il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, oh mais Raymond jouait à Égletons. Et c'est ça que j'aime dans cette Corrèze, c'est que c'est des gens, c'est des liens tissés, on se connaît, on laisse pas nos vieux vieillir seuls. Voilà, alors j'ai peut-être été longue, j'en sais rien, mais j'en ai des... En tout cas, voilà, c'est... et j'ai le premier panneau que j'ai mis quand ma boîte a gagné de l'argent, c'est j'ai sponsorisé le club d'Égletons, cette équipe de rugby où j'ai passé toutes mes années petites, les doigts gelés. Et je suis fière et je continuerai. Et je dis que même que si Brive continue à descendre et que je vends bien ma boîte, je vais finir par reprendre le club et on va enfin remonter en top 14 et la présidence, pourquoi pas, parce que moi je pense que pour que le monde qui aille mieux, il faut aussi quelques femmes dans nos gouvernements. Voilà. Tu peux passer à Hélène. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, chère Hélène, c'est ton tour. C'est déjà un grand honneur de te recevoir ce soir. Vous avez été élue comme femme la plus puissante de France. Vous dites souvent que rien ne vaut la liberté. Et parlez souvent d'humilité, un terme qui est particulièrement cher aux Corésiens. Alors, ce que nous aimerions savoir, c'est quels sont les ingrédients d'une telle réussite et comment la Corrèze vous a accompagné dans l'accession au pouvoir. D'Égletons, on passe à Lubersac. Là. On traverse la Corrèze d'est en ouest, presque. Il y a aussi un rugbyman dans la vie d'Hélène, ton papa, Raymond, Sporting Club de Tulle. Ils avaient le même prénom en plus. Voilà, je voulais dire ça. Et effectivement, Hélène, elle est là. Moi, je la croise en principe tous les jeudis soirs et tous les lundis soirs. Sur le quai d'Uzerche. Sur le quai de la gare d'Uzerche. Là, on bavarde, on raconte des trucs. Et quand il prend 2 heures de retard, on essaie de s'en sortir. On fait en sorte de le prendre le soir. Ce qui nous dérange moins. Bon, merci d'abord, merci de cette opportunité. Je suis ravie d'être là. En fait, pourquoi on est tous là en vrai? On est là pour prendre notre shoot. Parce qu'en fait, on est entre nous. Donc en fait, on se voit parce qu'on a envie de parler de trucs dans lesquels soit on habite tous les jours, soit on descend le plus souvent possible. Et en fait, on est juste sur un moment de partage, comme le nom de l'association. Moi, la vie m'a bien servi. C'est vrai, la vie m'a bien servi. Et ici, là, combien de visages familiers? Enfin, merci d'évoquer mon père. Jean-Jacques, Yves, Jean-Pierre, Daniel, tous ces gens-là, évidemment, Martine, sont Isabelle, enfin, Françoise, qui a été confrère avec papa. Tous là, vous êtes la famille, puisque vous êtes les amis de celui dont on m'a dit pendant des décennies en Corrèze, c'est la fille à Raymond. Et je lui ai dit, la vraie notoriété en Corrèze, c'est le jour où on te dira, papa, tu es le père d'Hélène. Depuis peu, mais non, c'est bien la fille à Raymond, et c'est exact. Et quant à ma mère, sage-femme à Tulle puis à Brive, elle a mis au monde un certain nombre de vos enfants ou petits-enfants, etc. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon choix professionnel m'a tout de suite donné l'opportunité de vivre mes deux vies, de vivre mes vies parallèles, depuis mon bureau de Brive-la-Gaillarde jusqu'à effectivement siéger dans des
institutions un peu internationales, dans le monde du restructuring, ce qui était assez peu probable. Et comme il n'y a pas beaucoup d'entreprises en Corrèze, heureusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont défaillantes. Mais l'une des premières et structurantes, je ne peux pas ne pas la partager avec vous. Elle est tellement chère à notre cher président. C'était la maison de l'agriculteur. J'avais 27 ans. Première coopérative en Corrèze. 2 coopératives qui se font la guerre dans le même village d'Orliac-le-Bar. Pour 2 coopératives. Il y a celle de Chazal-Noël, non, c'était Chézalviel d'un côté, et de l'autre, j'ai même un peu oublié tout ça. C'était épouvantable. J'arrive convoqué par la Chambre, par le syndicat de défense des agriculteurs, le lendemain de ma désignation par le TC de Tulle. À l'époque, il y avait un tribunal de commerce à Tulle et un à Brive. Et j'avais eu la chance d'être nommé parce que le greffier, il connaissait bien papa. Alors, par définition, Raymond est un gars bien, la fille est un gars bien. On en a marre de bosser avec le gars de Clermont, on veut une fille du pays, on va nommer Bourboulou. Fraîchement diplômé 6 mois auparavant, et je me retrouve désignée dans la maison de l'agriculteur, convoquée par mon syndicat d'agriculteurs. J'arrive dans cette salle, très masculine, dans laquelle tout le monde est hystérique, éructe, s'énerve. C'est un scandale. L'administrateur judiciaire a envoyé sa secrétaire. Alors là, vous montrez rien. Vous n'avez pas à l'époque votre bureau à Brive, donc effectivement votre adresse est dans le 9-2, dans le 92 à Nanterre. Mais alors très vite, vous expliquez à votre copain, qui est en face de vous, que non seulement il ne va pas être payé des bestiaux de la semaine dernière, mais en plus il va faire un chèque dans la limite de 2 fois le capital social de la coopérative en contribution des dettes. Et là, vous limitez l'apoplexie. Et tout le monde comprend assez vite que vous connaissez quand même un peu le paysage, puisque effectivement, moi je suis une fille d'agriculteur, petite fille d'agriculteur à Troches et à Lubersac. Et mon choix professionnel m'a permis très vite d'organiser ma vie et de pouvoir effectivement aujourd'hui y passer 4 jours par semaine. J'ai honte de dire ça, mais je bénis le Covid parce que mon mari est arrivé avec moi le 15 mars 2020 pour se confiner et j'avais parti. Bon, il n'a pas le permis, mais enfin, et il trouve le train un peu long. Alors que moi, je l'adore, notre train. Je l'aime, même celui qu'on nous met actuellement, qui sont un peu comme la vieille moquette. Mais j'adore parce qu'il n'y a pas de visio. De temps en temps, on est tranquille, on peut lire. Les mails partent en rafale dans les gares. Moi, mes collaborateurs, ils savent, ils font Orléans, Vierzon, Châteauroux, la Souterraine. Ah, Hélène arrive parce qu'on a reçu 50 mails d'un coup. Ils sont partis en rafale. Et donc, qu'est-ce que ça m'a amené ? Vous l'avez dit, le rugby m'a beaucoup amené. Mon père est arrivé dans le rugby parce que Daniel Orluc, pour ceux qui l'ont connu, était son mentor. Et Daniel lui a dit « Raymond, tu joues pas mal au rugby, mais là, tu as une femme et une première fille. Rentre avec moi à l'UAP. » Et papa est rentré à l'UAP. Et puis, en 85, il a acheté son portefeuille. Il est devenu agent général à Brive. Les années AXA étaient pour lui moins joyeuse, il a pris assez vite sa retraite et il a été très heureux et c'est lui on a repris la ferme de mes grands-parents parce que son frère qui en avait hérité, qui est décédé jeune, célibataire, sans enfant, agriculteur, nous a laissé aussi quelques souvenirs et donc on a décidé de le garder. J'ai dit on le fait ensemble et depuis 20 ans on construit notre paradis là-bas et il était extrêmement fier et moi je suis aussi extrêmement fière d'avoir pu lui démontrer qu'il n'y a pas de prédestiné, car il y a cette humilité, elle est positive quand elle nous protège de ses illusions. Elle est parfois un peu dangereuse quand elle nous cantonne dans une histoire. Tu es fils de paysan, tu seras paysan. Et il n'y avait pas de honte à être paysan, loin de là. Mais en revanche, le plus important, c'est d'être libre. Mon neveu veut être agriculteur, j'en suis hyper contente, et on achète et on fait ce qu'il faut pour qu'il puisse s'installer dans des bonnes conditions demain. Mais en revanche, il n'y a pas de prédestiné. Et moi, je voulais lui montrer qu'on pouvait tout simplement, par son travail, réaliser l'ensemble de ses rêves. Ils m'ont comblé au-delà. Alors l'article sur la femme la plus puissante, on m'en parle souvent, ça me fait marrer parce que c'était un article payant. Et donc, les gens n'ont vu que la manchette. Et l'article était épouvantable. J'étais un suppôt de l'État. Enfin bon. Et donc, chaque fois qu'on le cite, j'en déduis que personne n'a lu l'article. Parce que sinon, ils n'oseraient pas. Et alors, j'avais appelé un journaliste que je connaissais bien. Et je lui ai dit, oh, dis donc, j'en prends une là par Marianne. Il y a un avocat qui est hystérique parce que j'avais restructuré Prestalis, les distributeurs de la presse. L'avait mal pris. Bon, bref. Et donc, il m'allumait un peu dans le truc. Il me dit, t'inquiète, l'article est payant. Les gens, ils vont voir que la manchette.
Exact. Et alors, depuis, dans ma vie, j'ai eu que ces bonnes choses. Alors, après, j'ai été nommé l'administrateur judiciaire. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Le meilleur administrateur judiciaire au monde en 2024. Une année, hein, c'est comme les Césars. Mais alors, ce truc-là, d'où ça sortait? Alors, c'était parce que je me suis occupé d'un certain nombre de dossiers où il y avait beaucoup de dettes. Et alors, plus vous écravez de dettes, plus on vous reconnaît. Donc, c'est curieux, c'est les mêmes fonds ou lenders qui se sont fait ratiboiser. Quand voilà, vraiment, elle a fait beau dossier, on va la mettre en lumière. Donc, c'est une succession, en fait, d'allers-retours entre voir pousser les arbres. Moi, c'est ce qui me rassure, et ça prend du temps. Et puis, la frénésie économique ou la crise, la complexité. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, on est plusieurs à avoir parlé de la complexité. La complexité ne nous fait pas peur. La complexité, en fait, si on l'aborde avec des valeurs de gentillesse, d'humilité et de travail, sont des situations qu'on arrive assez bien à dominer. Alors, il faut avoir le sens du juste. Moi, ça me plaît bien de chercher cet équilibre. Et en Corrèze, j'ai ces souvenirs extraordinaires. Mon grand-père, je suis remontée, ce qu'il m'a dit, administrateur judiciaire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, quand j'étais nommée dans la maison d'agriculteur, là, quand même, je reprenais un peu du galon, hein, parce que je comptais un peu. Mais sinon, j'étais partie comme certaines. Véronique et Isabelle qui sont là, on a un petit cercle, on a fait les Coujou Ladies. On mange ensemble de temps en temps, monté par Sophie Rénal. Et quand on se retrouve, évidemment, on échange un peu sur ces sujets-là. On a partagé le fait qu'on est parti dans des grandes villes. Alors moi, c'était la capitale. J'étais partie à Louis-le-Grand pour ma prépa. Donc on passait du statut très bon élève au lycée de Brive-la-Gaillarde au statut de dernier de la classe à Louis-le-Grand. Et puis on a intégré ensuite des écoles de commerce. Et mon grand-père à Troche, Louis Comagnac, il me disait, mais ils ne veulent pas te garder à Louis-le-Grand? C'est quoi HEC? Et ça, c'était quelque chose. C'est-à-dire qu'il avait, lui, une parfaite connaissance d'un grand lycée historique, Louis le Grand, c'était quelque chose, HEC, une business school sans intérêt. Alors je lui ai dit quand même qu'Édith Cresson et Claire Chazal avaient fait HEC. Alors il m'a dit, bon, donc c'est pas si mal. Donc c'est pas si mal, ça comptait pour lui. Donc qu'est-ce que la Corrèze, en réalité, qu'est-ce que je retiens? Je retiens qu'on est des travailleurs. Et les femmes corréziennes en particulier, dans les entreprises que j'ai rencontrées, n'y voyez pas un propos sexiste à votre égard, mais ont souvent cette culture du double emploi. Et vous prenez les ouvrières de la SICAM, vous prenez les ouvrières de Valade ou de Mécatraction, ou en Haute-Corrèze, quand on les a traités, ces dossiers, je pense aux filatures des Monédières, je pense à un certain nombre d'entreprises sur le plateau, elles ont 2 jobs. Elles ont un job la journée qui assure les revenus minimums du foyer, et elles enchaînent avec un job à la ferme, bien souvent. Et bien cette culture-là du travail, elle nous imprègne absolument tous, et ça fait clairement partie, en tout cas pour moi, des facteurs clés de succès, au-delà du fait que la Corrèze m'apaise, et moi ça ne me dérange pas qu'il y ait 4 heures pour aller en Corrèze. Voilà. Ouais. Même quand on est content, quand ça traîne un peu et qu'on prend 2 heures de plus. Non, pas 1, voilà. Non. Alors, on nous reproche souvent le nombre de fonctionnaires dans les territoires ruraux. En Corrèze, selon l'INSEE, nous sommes à 82 environ pour 1000 habitants. La Corrèze, en 2024, a réduit sa dette de 17%, à un taux de chômage de 6% stable, en dessous de la moyenne nationale. C'est peut-être pas le bon chiffre, en moyenne. Hein. Mais quel est le secret de cette corrélation surprenante et une recette à nous partager, cher Monsieur le Président? La question est vaste. Non, et tout d'abord, merci pour l'initiative. Et alors, le 19, c'est quand même un jour sacré. Donc, bravo. Il y a comme ça, on fait les choses la veille parce qu'il faut toujours anticiper. Donc, on y sera le 18 aussi. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le thème parce que en quoi la Corrèze peut sauver le monde. En tout cas, nous, on sait peut-être plus qu'ailleurs que c'est pas grâce à notre puissance, mais peut-être que c'est justement grâce à nos propres limites.
Et là, c'est peut-être ce que vous avez tous exprimé les uns et les autres. Et moi, je suis modestement le représentant en Corrèze de celles et ceux qui ne sont pas assez intelligents pour raisonner de travers. Parce que je pense que ça, c'est très important. Et que si on retrouvait un peu dans tout, un peu de bon sens, juste un peu de bon sens, et si on retrouvait juste un peu de courage à tous les niveaux, de courage politique, de courage à tous les niveaux dans l'action, si chacun arrêtait de démissionner de la mission pour laquelle il est fait, qu'on soit représentant de l'État, qu'on soit représentant de l'administration départementale, que l'on soit même chef d'entreprise. Parce que l'entreprise, malheureusement, elle n'est pas plus vertueuse que le politique sur bien des points. Sur bien des points. Et Dieu sait si je suis un défenseur de l'entreprise. Mais elle n'est pas beaucoup plus vertueuse. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs, c'est que le chef d'entreprise encore est, comme le politique local, est encore celui qui peut avoir une parole qui porte et qui est encore écouté. Parce que les gens se disent, ils font. Il y a cette proximité. Et une de les limites de notre territoire, c'est ça aussi, c'est que je pense qu'on a appris avant tout le monde, avant bien de monde, ce qu'était la sobriété. Alors on n'appelait pas ça la sobriété. Mais aujourd'hui, on se gargarise de ça, tous les technos, à Paris, dans tous les dîners bandins, voilà. Je suis sobre. Alors que ce sont ceux qui ont peut-être le bilan carbone le plus mauvais, ce sont ceux qui... voilà. Et donc nous, très modestement, pour répondre plus directement à la question, on regarde ce que l'on est concrètement. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait, les Corréziens, mais je dirais pour beaucoup les territoires ruraux, mais particulièrement en Corrèze, qui est une terre aussi de résistance et qui a payé un lourd tribut. On a fourni de la chair à canon en 1914. Ça, tout le monde a oublié. Quand je vois Bardella aujourd'hui, tu parles de ça, il te dit, mais c'est quoi? C'est pas sur TikTok? Je dis quoi, là? Eh oui, mais c'est la réalité. On a payé sur la guerre, un lourd tribut aussi sur la deuxième. Ce sont des générations aujourd'hui de Corréziens qui deviennent majoritaires, parce que il y a 241 000 Corréziens, il y a 86 000 habitants de plus de 65 ans. Et donc dans les plus dépendants aujourd'hui, les plus anciens, ils ont vu partir leur père à la guerre. Ils ont vu leur mère protéger les justes, faire tourner les exploitations. Les femmes, tu l'as dit, ont un rôle monumental. Et quand on explique aujourd'hui, comme l'a fait Salima Saha sur une visite lorsqu'elle a été une éphémère ministre, venir nous expliquer en Corrèze, ou stigmatiser la Corrèze, parce qu'il faut le dire, sur le monde paysan qui ne respecte pas les femmes, ou que c'est dans le monde rural qu'on aurait le plus de stigmatisation des femmes. Mais c'est un scandale d'entendre des choses pareilles, de laisser entendre des choses pareilles. Ce sont, et c'est là nos propres limites. C'est-à-dire, ces limites-là, si tout le monde se les appliquait, le rôle des femmes dans des territoires ruraux comme les nôtres et dans des territoires comme la Corrèze, il est fondamental. Et beaucoup plus, parce que c'est elles qui portent le pantalon. Même si chacun fait, comme on dit chez nous, l'obiole, un peu fait le malin dans le coin, mais globalement, c'est elle qui porte les pantalons. Et donc il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je suis très attentif aux visites ministérielles. D'ailleurs, celle-ci, je ne l'avais pas faite. Parce que il faut être très, très attentif aux visites ministérielles, parce que tout a un sens. Y compris quand, avec Bertrand, on décide de semer la police et de prendre un chemin de terre pour aller faire une visite avant la police. Parce que ça, c'est la réalité. Et parce que le ministre, il n'a pas besoin de toute cette traîne. Il sait qu'il est entre de bonnes mains, entre des gens qui sont sérieux, entre des gens qui respectent les valeurs de la République. Parce qu'ils se sont battus, et des générations se sont battues. Il y a eu les pendus de Tulle, il y a eu tout cela. Et nos limites, c'est cela. Et je pense qu'on a besoin, justement, peut-être de réexpliquer à toute une génération. Je regardais hier soir à la télé un truc sur l'éducation des enfants. C'est un truc de dingue. Mais c'est un truc de dingue. C'est eux qui font la loi dans les classes. C'est eux qui font... on voit de ces choses, mais tu te dis, mais on est où, là? Donc on a perdu un certain nombre de fondamentaux. Et quand on dit... Pourquoi on a réussi ce qu'on a réussi en Corrèze? C'est parce que, justement, on a un défi démographique qui est terrible. Et que la Corrèze est rentrée en décroissance. Et aujourd'hui, tous les technos nous expliquent qu'il va falloir appliquer les mêmes politiques en Corrèze que dans les endroits où on a fait de la croissance en tout va et on a tout salopé.
y compris des endroits, y compris sur le plan agricole, comme la Bretagne et ce qu'on peut faire chez nous. Et donc nous, on est 241 000 Corréziens. On aura dans les 15 ans passé de 86 000 à 136 000 habitants de plus de 65 ans. On aura divisé par 2 le nombre de plus de 25 ans. À 14%, on ne sera plus qu'à 7%. Et on va passer beaucoup plus grave, de 92 000 actifs, dont 54% aujourd'hui dans les métiers de la fonction publique et parapublique. Donc c'est pour nous très important. Des outils d'aménagement du territoire, c'est quoi? C'est la santé, c'est le médico-social, c'est Chirac avec la Fondation Chirac, Madame Pompidou avec la Fondation Pompidou. C'est des gros donneurs d'ordre aujourd'hui en matière économique sur le territoire. Et donc on se retrouve avec ça, avec derrière, on va passer de 92 000 actifs aujourd'hui à 70 à 75 000. C'est-à-dire que la décroissance est une réalité chez nous. Ça veut dire que la décroissance, lorsque vous êtes à l'étiage économique, eh bien, c'est qu'il n'y aura plus de services. Et y compris tous les zozos qui redébarquent chez nous en nous expliquant comment on va vivre, surtout quand on a vidé Notre-Dame-des-Landes et compagnie, quand on les voit arriver et qui nous expliquent comment on va vivre chez nous, alors qu'on a gardé les vraies valeurs et le fond. Eh bien, ceux-là, ils repartiront comme ils sont venus, parce qu'ils n'auront plus le service, parce qu'il n'y aura plus d'entreprise. Et donc, quel est le rôle d'une collectivité comme le département? Parce que tu dis, quel est le lien? Tu me poses cette question-là. Mais moi, depuis 2015, mon obsession, c'est pas de dire on peut rien faire parce qu'on est le département le plus endetté de France. Oui, on avait la dette plus endetée, 1 500 € par habitant. Oui, on avait 365 millions d'euros alors qu'on avait un budget de 285 millions d'euros de fonctionnement par an. 360 millions d'euros. Tu me diras, le budget de l'État, il est 10 fois plus déficitaire que le truc. Mais pour une collectivité, c'était déjà énorme. Et donc, on s'est dit, avec les copains, parce qu'on met une méthode, et ça, c'est très important. On dit il faut baisser la dette, il faut baisser le fonctionnement, retrouver un certain nombre de marges de manœuvre pour pouvoir continuer à investir. Et donc remettre de l'économie, faire en sorte de lutter avec tous nos préfets sur les volets économiques pour qu'on arrête face à tous ces décroissants qui ne veulent plus qu'on reste rien. Aujourd'hui, on te dit il y a un élevage de veaux de 400 veaux qui va s'installer, c'est des méga-fermes. Mais ils savent ce que c'est 400 veaux? C'est un SMIC, un demi-SMIC pour quelqu'un qui fait 400 veaux. Il faut quand même qu'on arrête. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui seraient contents qu'on leur coupe le salaire en deux? Ils disent, toi, tu as un SMIC, tu vas te donner que la moitié aujourd'hui. Parce que vous êtes hyper productiviste. Enfin, il faut quand même qu'on retrouve le sens des réalités. 1000 veaux, quand vous avez 25 exploitants qui se regroupent avec... 40 exploitants qui se regroupent avec 25 veaux chacun, ça veut dire qu'il faut 150 vaches pour vivre. C'est grave, docteur? Ah oui, mais c'est une ferme des 1000 veaux, vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte, on est à Boboland, c'est-à-dire des gens qui ont perdu le bon sens. Et donc des gens qui ont une dimension économique, qui veulent se regrouper pour faire quelque chose, on dit le contraire. Et donc nous, pourquoi on a fait? Parce qu'on a une méthode. C'est une équipe, un groupe. On se met d'accord en bureau toutes les semaines avec l'ensemble de l'exécutif. On fait un compte-rendu à l'ensemble de nos élus. Si le lendemain soir, personne n'a rien dit, c'est la ligne pour tout le monde. C'est la ligne pour tout le monde. Ce n'est pas la dictature. C'est simplement le respect des majorités. Non, mais c'est un sujet. Et quand vous avez tout le monde qui parle de la même chose, avec les mêmes éléments, qui remettent le sujet, et y compris sur des décisions compliquées, quand tu veux remettre de la justice, là où on est passé de... C'est le problème de la vie politique. C'est qu'on a fait du clientélisme pendant des années. Des années de clientélisme. Quand vous sortez d'une politique clientéliste, vous remettez de la justice et vous dites pourquoi, ben ça couine un peu. Mais si tout le monde tient la ligne, eh bien ça tient. Et nous, on est une des rares collectivités, 2015, 285 millions d'euros de fonctionnement. On vient d'arrêter le budget 2026, j'ai baissé 10 millions d'euros, 9 millions d'euros le fonctionnement en 2024 et 2025. C'est ça vos fameux 17%. D'accord? Mais globalement... on est à 242 millions, c'est-à-dire qu'on a baissé de 42 millions le fonctionnement entre 2015 et le budget 2026, c'est-à-dire 11 ans après. Quelle est la collectivité qui l'a fait? Dans le même temps, on est passé de 366 millions de dettes à 177, c'est-à-dire moins de la moitié. Et on est passé de 40 à 80 millions d'euros d'investissement. Et donc, c'est nos propres limites, parce qu'autrement, on était asphyxiés, qui peut donner de la force et donc qui peut nous permettre justement de regarder. Mais pour le pays, c'est exactement pareil. Mais après, il faut tenir la marée, c'est-à-dire aller expliquer pourquoi on a pris la décision et expliquer à tous les chefs qui sont là pour le faire, pas dire le chef a dit, parce que ça, c'est le signe d'impuissance.
C'est de dire voilà pourquoi je le fais. Redonner du sens à l'action et à ce qu'on peut faire. Et le dernier point, c'est la question de la neutralité de l'administration, parce que vous m'avez parlé. Question de la neutralité de l'administration, moi je suis excédé de ça. Parce que la neutralité de l'administration, ce n'est pas l'administration qui décide comme elle a envie. La neutralité de l'administration, c'est de mettre au service du projet politique lui proposé. Les seuls qui passent devant le photographe, c'est l'élu. Beaucoup de respect pour les préfets, beaucoup de respect pour les grands directeurs, des grands établissements, toute la haute fonction publique. Mais aujourd'hui, c'est pas eux qui gouvernent. C'est eux qui gouvernent alors qu'ils ne devraient pas. Parce que le politique a démissionné. Parce que le seul qui passe devant le photographe. Et quand on avait un gouvernement de droite, ben, l'administration roule au milieu de la route. Quand on a eu un gouvernement de gauche, elle a continué à rouler au milieu de la route. Quand on a eu le technocentre, alors là c'est le truc magnifique, bon là elle roule au milieu de la route, mais c'était un peu plus normal. Bon. Et donc au final, qui a compris la différence entre Hollande, entre Mitterrand, entre Chirac, entre les uns et les autres? Personne. Et donc à quoi ça sert d'aller voter? Autant se radicaliser et aller voter pour des gens qui vont tuer la République parce que justement ils ont des exemples très extrêmes. Le jour où ils y seront, ils ne feront pas mieux que les autres. Mais c'est ça le sujet aujourd'hui. Et donc moi, à mon administration, je lui ai demandé de servir le projet politique. Parce que c'est ça, sa neutralité. En tant qu'experts, ils nous conseillent, ils nous disent. Ensuite, on doit leur dire, voilà pourquoi on a décidé ça, hein, comme nos concitoyens. Et ils doivent appliquer ce pourquoi on a décidé. Et si demain, un peu les ministres et tout le monde s'y remettait, hein, je vous garantis que ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait. Il ne faut pas grand-chose pour que ça revienne. Sauf qu'on est allé très loin aujourd'hui dans la bureaucratisation, dans la complexification. Et donc chacun, pour se rendre important, rajoute son petit grain de sel. Monsieur de l'administration dans l'autre, il te ressort par le placard parce qu'il a dit ah ben oui, mais moi maintenant, je suis passé de chef à sous-chef, donc je vais faire chier tout le monde. Et donc chaque fois que tu fais une réforme de l'État, je l'avais dit dans le bureau bleu chez toi à François Hollande, je lui ai dit, quand tu regroupes deux directions, comme on l'a fait entre les DDA et les DDT, et des E, pour faire les DDT. Bon, quand on l'a fait avec la DEPS, c'est-à-dire que les profs de gym dirigent aujourd'hui les vétérinaires. Ça ne peut pas marcher, ça. Non, ils sont repartis. Ah, ils sont repartis, parce qu'on ne sait plus au bout d'un moment. Voilà. Mais les profs de gym, maintenant, ils sont revenus avec les profs de gym. Mais comment tu veux que ça fonctionne? Donc le mec, il était chef. Il voit en arriver un jour, je vois arriver un directeur d'administration. Il me dit... Voilà, du travail, je ne sais pas trop quoi, le machin. Bon, on finit l'entretien, il me dit moi, vous savez, je viens du travail. Alors, vous avez de la chance. Alors, je lui dis, attendez, réexpliquez-moi. Ben oui, parce qu'il y a le travail et l'emploi. Ah bon? D'accord. Oui, c'est vos deux directions. Ah oui, alors je lui ai dit, c'est quoi le sujet? Alors, il me dit, l'emploi, c'est ceux qui donnent les aides, et le travail, c'est ceux qui surveillent, ceux qui travaillent. Ah, je lui dis, ah oui, donc vous êtes de ceux qui font chier tout le monde, quoi. Vous êtes de ceux qui font chier ceux qui bossent, quoi. Et un autre jour, je vois arriver une rectrice, moins bonne que la moyenne, parce qu'on en a des brillants, mais pas toujours, et qui me dit, je lui dis, vous êtes allé voir le préfet? Vous êtes allé voir le préfet? Elle me dit, mais pourquoi je vais voir le préfet? Je vais aller le voir, mais je venais vous voir. Bon, je dis, d'accord, mais je lui dis, le patron de l'État, c'est le préfet. Ah bon? Il me dit, mais vous savez combien il a de salariés dans sa préfecture? Ben, je lui dis, oui, 136, je crois. Mais il me dit, moi, j'en ai 10 000. Et oui, c'est ça, l'État. C'est-à-dire que tant qu'on ne reconcentre pas l'État départemental est fort et qui permet de retrouver les latitudes et qu'on ne laisse pas aux latitudes et qu'on ne laisse aucune latitude et qu'on ne met pas de la différenciation et de la subsidiarité dans nos politiques publiques, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, voilà ce que l'on vit au quotidien. C'est pour ça que le thème, moi, il m'a beaucoup plu et que nos limites sont ce qui amènera la force, c'est-à-dire nous retrouver nos valeurs, retrouver l'identité qui est celle, parce que c'est quand même ces territoires qui ont envoyé tous les bras pour faire l'industrialisation de la France et pour faire toute la démocratie. Donc il faudrait qu'ils retrouvent un peu leurs origines. Il faudrait les immerger dans le... Voilà, et pas que moi, lorsqu'ils sont à l'ENA. C'est le temps des questions-réponses. Bien sûr. Non mais après, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. Pardon, genre, je reprends le micro. Non, je reprends le micro. Parole. Oui, mais elle me l'a donné, votre collègue. Vous voyez avec elle après la réunion. Non, ce qui me frappe beaucoup, en tant que non-corésien de l'étape, c'est que, et en ce sens-là, la Corrèze peut changer le monde, c'est que la Corrèze, en tout cas, je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais depuis que j'y suis passé, et quand j'y suis passé, c'était le cas, la Corrèze est fière d'elle. Et les Corésiens sont fiers d'être Corésiens.
et le font savoir, et ont une qualité que je n'ai pas retrouvée partout. Les Vauclusiens, par exemple, je n'ai pas retrouvé cette même qualité. Et d'ailleurs, je leur parlais de vous, beaucoup. Non, mais je leur disais, en Corrèze, ils ont beau être de gauche, ils ont beau être de droite, ils chassent en meute. Vous voyez, le président de la République, juste avant, c'est le président Macron qui m'avait nommé en Vaucluse, en 2018, mais voilà, c'était François Hollande. Et ben entre François Hollande et Pascal Coste, ils n'étaient pas d'accord sur tout, je crois, si j'ai bien retenu. Mais quand il s'agissait de se battre, quel que soit l'endroit de la Corrèze, pour réimplanter une entreprise, faire en sorte qu'on se mobilise, ça a été... On est arrivé à faire le casino, paraît-il, là, maintenant à Pompadour. L'autre expérience... Oui, je sais, j'ai vu ça dans la presse, Alain Tisseuil m'avait envoyé une photo. Mais tout ça pour dire que vous arrivez à être fier de vous-même, et en ce sens, vous êtes unique. Et je pense qu'il faut aussi que la France entière soit fière d'elle. Et que c'est en étant fière, vous l'avez dit très justement, Rémi l'a dit à sa manière, c'est en sachant où on habite, dans quel endroit on est. Autrefois, on disait d'où parles-tu, camarade? Bon, ben, où on parle, d'où l'on parle, que l'on peut conquérir le monde. Et ça, en ce sens-là, la Corrèze peut vraiment changer le monde, même si parfois cela donne, il faut bien le reconnaître, des titres de conférences peut-être un peu osés. Non. Je te laisse répondre, Jean. À peine. Elle ne voulait pas, elle avait dit. Je voulais dire que, sauf... On me dit dans l'oreillette que, comme si on n'avait pas assez de préfets dans cette salle, Salim Massa vient d'arriver. On va faire un truc, mets-toi à côté de lui, ça va le détendre. Pascal m'avait manqué, j'avoue. C'est sa défense des femmes, non? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis ravie, en effet, de venir. Je suis désolée de venir si tard, mais je suis présente. Mais je rejoins tout à fait le point de Bertrand. En effet, moi, j'ai vraiment apprécié en étant en Corrèze, alors la fierté corrézienne, mais surtout ce souci du collectif. Et quand il y a un intérêt vraiment collectif et général pour l'ensemble du département, là, toutes les forces vives du département se mettent en route et vraiment les a priori politiques ou même d'autres divergences sont complètement effacées dans un but collectif d'obtenir des résultats. Donc ça, c'est ma seule expérience de préfète. Hein. Donc, mais c'est une bonne expérience. Commencer par la Corrèze, c'est quand même... c'est pas mal. C'est pas mal. Recommandé. Exactement. Et non, mais c'était vraiment une expérience riche. Mais c'est vrai que ce point-là m'a particulièrement marqué, puisqu'en échangeant avec d'autres préfets, on se rend compte que c'est pas partout comme ça. Et c'est un point très fort qui fait, en effet, que les Corréziens, moi, depuis que j'ai été nommée préfète de la Corrèze, j'ai l'impression que je rencontre des Corréziens partout, et partout dans le monde, parce que même à Londres, où je suis en poste aujourd'hui, j'ai eu la chance d'inaugurer l'ambassade corrézienne à Londres. Donc, très fière d'être corrézienne, hein, d'adoption, mais d'être corrézienne de cœur et d'être avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup. Les propos de Pascal sur les limites sont très intéressants. Quand on agit sous la contrainte, ou supposée comme telle, on a des trésors d'énergie. Alors, je voudrais juste penser au CAB, hein, voilà, qui, sous la contrainte, pourrait peut-être rebondir dans le temps pour pouvoir regagner les heures de ce sport qui, il ne faut pas l'oublier, est un des projecteurs en Corrèze. Hein. C'est très, très important, notre rugby dans chaque village. À Brive, bien sûr, mais pas que à Brive. Et d'ailleurs, grâce au rugby, toute la Corrèze se retrouve. Parce que moi, je suis née à Tulle, puis je suis allée après à Brive. Les locaux, ils comprennent, hein. J'ai vécu des moments de grande solitude. Je pense même que si je me suis mise à très bien travailler à l'école, c'était pour montrer aux Coujous que la tulliste n'était pas complètement à la rue. C'est vrai.
J'ai été chambrée le premier jour de la rentrée à Darsonval parce que je m'étais gourée sur les options qui n'étaient pas les mêmes à Clémenceau et à Darsonval. Oui. Et j'avais voulu j'étais scout, mais être scout à Tulle, c'était faire du macramé, c'était la vie du collectif. Alors qu'à Brive, être scout, c'était une autre catégorie quand même. Hein. Et du coup, on faisait des camps communs et je m'étais retrouvée toute seule dans une tente de brivistes. Du coup, je m'ai mis au bout de la tente et c'était en pente. Tous les matins, j'étais debout. Et j'étais maltraitée parce que j'étais tulliste. Vous imaginez combien, mon père ayant été au Sporting, effectivement, ayant passé toute mon enfance sur les stadiums à éprouver cette vie de famille, j'avais pu ressentir un peu de rébellion pour exprimer les talents possibles du tulliste. Et je suis très heureuse à Brive, où j'ai aussi eu la chance de créer quelques emplois. Parce que oui, on peut absolument tous participer à la création de richesse de notre département. La vie m'a permis de le faire et c'est parfaitement possible. Alors l'Ubersac, tous ceux qui ont connu l'engagement pour le casino, j'en porte aujourd'hui d'ailleurs le petit fanion, ce sera bien ça, c'est une œuvre collective extraordinaire. Et puis dernier point, sur la visibilité de la Corrèze en France, nous avons jusque-là collectivement, les électeurs, et je vote en Corrèze, nous nous sommes épargnés les extrêmes. De droite ou de gauche, nous nous sommes épargnés les extrêmes sur le plan de la représentation nationale. C'est plus ou moins vrai localement, mais on sait aussi que localement, on a plus tendance à voter pour des gens qu'à voter pour des couleurs ou des appartenances, en tout cas dans nos villages. Mais c'est important de le souligner parce que de ce point de vue-là, il y a du courage en Corrèze. Et moi, je lutte actuellement contre tous ceux qui me disent si machin passe ou si bidule passe, je quitte la France, pour ceux qui ont les moyens. Moi, je leur dis, mais Gouja part tout de suite. Moi, je reste et je prends les armes. Ça, c'est corrézien. Là, tu parlais du casino et de l'œuvre collective. Ça, c'est quelque chose de très très fort à l'image du pays. Bon, je pense que les gouvernements ou les ministres ne comprendront pas l'importance du symbole d'être là pour une inauguration ou pour le mettre en avant. Mais c'est né de quoi? C'est né de la limite ou de la faiblesse. C'est-à-dire le départ, le souhait de l'État dans l'optimisation de ses deniers publics et de l'IFCE, et donc de se retirer des journées équestres et des haras, et donc d'abandonner tout cela. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut pour animer 178 journées équestres tous les ans à Pompadour? C'est grosso modo 400 000 balles. Qu'est-ce qui peut nous rapporter 400 000 balles? Les collectivités, bien sûr, on vient les voir d'abord. Département, région, on fait une réunion avec Réunion Rousset, on leur dit vous êtes bien gentils, mais bon, c'est pas dans l'air du temps. Donc voilà. Et on dit le casino. Et donc tout le monde se bat pour faire changer la règle, qu'au-delà des termes, on puisse avoir le cheval. Derrière, on va chercher une macroniste à Angers, ça tombe bien, tout va marcher bien. Bon, tout le monde y met du sien. Bon, le vétérinaire du Sénat fait en sorte que... Bon, voilà. Tout ça, ça aide, parce que la Corrèze peut former aussi des gens. Et donc, on se retrouve... Voilà. Mais ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, peut laisser son patrimoine à la collectivité ou un groupement d'intérêt public localement pour permettre de continuer l'exercice de ces journées et faire de l'aménagement du territoire avec quelque chose qui est affreux, l'addiction des gens au jeu. Mais bon, même les écolos, même les plus remontés là-dessus, ils se disent c'est quand même de l'aménagement du territoire, donc ça va mieux. C'est comme pour faire un barrage, c'est comme pour faire un certain nombre de choses. Quand tout le monde peut en tirer son enjeu, eh bien les dogmes, ils tombent. Les dogmes, ils tombent. C'est une belle histoire à raconter et qu'il va falloir regarder. Et j'en ai une dernière quand même, parce que tu as parlé du train. C'est que quand même le plus terrible sur le train en Corrèze, c'est qu'en 1973, on avait le train express, les deux plus grands trains express d'Europe. Qu'un peu avant, on a noyé des villages entiers. Parce qu'on n'a pas parlé des enjeux de la Corrèze, mais l'aménagement, l'espace, l'énergie, ça c'est aussi un sujet fondamental. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les EPR. Il faut mettre avec les EPR la question de l'hydro. Il faut les lier et des réserves d'eau, des stockages d'eau dans nos territoires. Mais, je ferme la parenthèse, mais sur ce sujet-là, c'est qu'on a créé des barrages pour électrifier le train. Et aujourd'hui, on a les barrages, mais on n'a plus les trains. Merci à Technostructure. Non, mais on va débattre. Hein, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif. Vraiment la technostructure? Parce que
on peut en parler, hein, des Y renversés, tout ça. Moi, j'ai fait des tas de notes là-dessus. Hein. Ouais. Mais le vrai sujet, à un moment donné, ça a été... voilà, le portage. Rémi parlait la rationalité économique des politiques. Moi, je le dirais avec d'autres mots que les vôtres. Mais évidemment que la fonction publique, et nous, on est des préfets, on est loyaux au gouvernement que nous servons. Que l'on partage ou que l'on ne partage pas les options politiques. D'ailleurs, un jour venu, oui, mais parce que c'est notre métier, c'est notre devoir de servir les gens qui ont le courage d'aller se présenter au suffrage. Point final à la ligne. Et donc le sujet, il est assez simple. Aujourd'hui, je ne sais d'ailleurs pas où en est l'arrivée du... J'avoue que je m'intéresse à Roissy-Picardie en ce moment. C'est une liaison ferroviaire entre Amiens, je ne sais pas pourquoi. Je m'intéresse aussi beaucoup au territoire présidentiel. Autrefois, c'était le Tulle. Je suis appelé. Entre Amiens et la liaison TGV qui permettra de faire Amiens et Roissy pour aller plus vite rejoindre la grande vitesse. Je pense effectivement qu'on a un vrai sujet de transport. Parce que, en vérité, surtout avec les annonces du Premier ministre il y a quelques jours, sur GPSO, la ligne qui permettra de relier Bordeaux-Toulouse en grande vitesse, évidemment la grande vitesse dans le Massif central. Parce que, pardon, je vais faire une infidélité à la Sainte-Corrèze et à l'ex-Limousin, mais la région Auvergne et la région Limousin sont les deux sacrifiés de la grande vitesse telle qu'elle a été conçue. Le seul moyen, j'accélère, le seul moyen de nous en sortir, c'est à un moment donné aussi, je le dis parce qu'il y a peut-être des entrepreneurs corréziens qui pourront y réfléchir, c'est de revenir à des technologies, soit de pendulaire, soit de matériel ferroviaire beaucoup plus souple, adaptable, léger, que les trains que l'on peut faire aujourd'hui, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Voilà. Mais à votre disposition, le jour où je serai plus préfet, je ferai peut-être ça. Hein. Alors moi, je vais conclure en disant que la force de la Corrèze, c'est ses 3e mi-temps du rugby. Je pense qu'il est temps qu'on y pense, sinon on va perdre la moitié de la salle. Voilà, merci.